ce qui est pernicieux avec l'emprise, c'est que de l'intérieur, c'est invisible. Il faut un observateur extérieur pour nommer le système prédateur. Dans l'épisode précédent, on a vu à quel point certains participants sont positifs par rapport à ce qu'ils vivent lors des séminaires d'Essence. Pour comprendre ce consentement, j'ai besoin de me documenter. Alors je lis vraiment beaucoup. Armée de mon fluo jaune et d'un bic rouge, j'ai l'impression d'être à nouveau sur les bancs de l'UNIF. Et puis, je regarde de nombreux documentaires et je vais voir des experts. Ils vont m'expliquer avec leurs mots ce qu'est l'emprise et comment ce système fonctionne. Tout l'art de l'emprise est justement d'amener la personne à consentir. Dans cet épisode, on va comprendre l'importance du déni, de la honte et du secret dans un système d'emprise. Vous engagez un ? Je m'engage à 100%. Vous avancez vers une vie noire, une vie de merde. Découvrir la magie du succès. Yes, yes ? Merci. Vous écoutez Le Piège, dans les coulisses du développement personnel, épisode 4, l'affaiblissement. Oh. Goal. Bravo Arthur, comme t'es fort. Ouh. Je suis dans le jardin de Marie et Jonathan. Kenzo. Ils jouent au football avec Arthur, leur aîné. Jonathan, c'est ce traiteur qui s'est lancé dans la formation proposée par Essence pour devenir coach. Ses jeunes parents sont tellement convaincus par les bienfaits du développement personnel qu'ils l'appliquent au quotidien avec leurs enfants. Une fois par semaine, on essaie de mettre en place un rituel où on dit chacun nos succès de la semaine. Et Arthur dit « Maman, mets un peu la musique du succès » qu'il dit. Alors on met la musique sur YouTube et et on le fait tous, tu vois. Même Hector, on lui dit « C'est quoi ton succès aujourd'hui ?» Alors il regarde, puis il dit un truc et on est là, tout le monde on applaudit et tout. Puis et Arthur, c'est quoi danser sur la scène, qu'il avait dit, parce qu'il avait fait son premier spectacle à l'école. Enfin, tu vois, je trouve ça... Je sais pas, c'est bien. Et puis on a un gong là aussi qu'on tape à chaque fois qu'on vend ou qu'on fait quelque chose. Ils aiment bien. Donc, Mais Arthur et Hector, ça arrive encore bien qu'ils disent « Je suis beau, je suis intelligent » et qu'ils disent « Ah, t'es beau papa, t'es beau maman ouais. ». Comme ça, je sais pas si les autres font ça, mais ça me fait plaisir parce que ça serait fabuleux que lui, quand il est adolescent ou quoi, il dit « Voilà, je sais pas, j'ai une vision pour le monde, je veux le changer de n'importe quelle façon qu'il veut, je m'en fous », mais qu'il croit qu'il puisse le faire, qu'il s'en donne les moyens et qu'il fait tout pour y arriver. On peut l'applaudir. Une personne sans projet est un parasite sur cette planète. Nous sommes là pour créer un futur meilleur à chaque moment de notre vie. Un futur meilleur pour moi, un futur meilleur pour les autres et un futur meilleur pour la planète. Yes, yes, Merci, on peut tous y aller. Je dirais même, si on n'y va pas ici, c'est quoi l'avenir de l'humanité ? Faites un high five à la personne à côté de vous en disant « Moi j'y crois, je peux y aller ». Moi, je peux y aller. Ça, j'ai une vraie mission de vie que je me suis lancée. Ça, c'est une étape. C'est un horizon de 20 ans à peu près, c'est changer l'école, en fait. J'aimerais bien réformer complètement l'école et faire un truc un peu comme on fait dans le développement personnel, en fait. Changer complètement. Au lieu d'apprendre aux enfants à être des bons salariés, à répondre à la cloche quand ça sonne, apprendre à être heureux, quoi. Et se libérer un peu de tout ça aussi, de tout ce que la société et leurs parents ont mis de négatif dans leur tête, quoi. tu veux qu'on chante la chanson ou pas? On invente une chanson tous les deux. Tu chantes avec moi, c'est que maman? Regarde maman. Je t'aime, mon amour. Je t'aime tous les jours. T'es mon petit Wistiti. Encore une fois? Ce sont souvent des gens un petit peu idéalistes qui aimeraient changer le monde. Jean-Claude Maas, psychologue, spécialiste de l'emprise. Alors changer le monde, ça peut être changer mon monde à moi, ça peut être changer le monde de mon couple, ça peut être changer le monde de ma famille, ça peut être changer le monde entier. Le monde, c'est plus ou moins dans l'intime ou dans le public, mais il s'agit quand même de changer quelque chose. Et au fond, le gourou, le narcisse, peu importe, l'empriseur,
lui dit qu'elle va lui donner la possibilité de changer le monde. Et ça, c'est très motivant. On est prêt à tous les sacrifices si on a l'impression qu'enfin, on n'est pas impuissant face à un monde qui tourne sans nous demander notre avis, mais qu'enfin, on peut y changer quelque chose, qu'on a les moyens d'y changer quelque chose. Ça va un petit peu vous choquer comme processus. OK ? Je vais vous demander de vous lever. Et Vivian, tu prépares la musique que je t'ai demandé ce matin ? Lors de mes rencontres, un de mes témoins m'a donné une clé USB avec une série de vidéos montrant des séminaires d'Essence en visioconférence. J'ai donc pu découvrir certains exercices qu'il propose pour se transformer. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre doigt dans votre nez et vous allez dire vos croyances en mettant vos doigts dans votre nez. C'est du bullshit et vous le sortez de votre nez. Mais vous allez le chercher vraiment dans votre nez, là, vous savez. Yes, yes, c'est du bullshit. C'est prêt ? Vivian, envoie-nous la sauce. Allez-y. C'est du bullshit. Allez-y bien profond. C'est du bullshit, c'est de la merde, j'en veux plus. Sur une de ces vidéos, on y voit Pierre Sornin. Il a une petite chaîne en or autour du cou et des lunettes fumée rose. Il porte un t-shirt de sa propre marque, en lycra orange, col en V. Il se tient debout face à un mur d'écran. Derrière ceux-ci, les participants se mettent les doigts dans le nez, avant de sauter les mains en l'air, seuls, chez eux. C'est du bullshit. J'entends rien, c'est quoi? C'est des croyances de crotte de nez. C'est de la merde. 1, 2, 3 et stop. Ça paraît rigolo comme ça. Waouh, quelle énergie, bravo. Mais c'est loin d'être anecdotique. À chaque acte posé, on s'engage un peu plus loin. Il devient un peu plus difficile de reculer. Jean-Claude Maz, psychologue. Les transgressions sont progressives, hein. Il y a des choses qu'on vous demande après un certain temps qu'on ne vous demanderait pas au début. Parce que si on vous le demande au début, vous allez refuser. Si on vous demande plus tard, au moment où vous êtes beaucoup plus loin dans votre engagement, vous allez accepter. Ça c'est? Non, je veux les autres. Tu veux l'autre? Non, c'est bon. Je veux celui-là. Laquelle? Moi, je ressens pas de la pression, mais la seule chose, c'est qu'en fait, il faut être prêt. Marie, la jeune maman, férue de développement personnel. Parce que si t'as pas envie ou que t'es pas prêt, ça va pas bien se passer. Parce que même s'il y a beaucoup de choses qui se font inconsciemment, tu dois quand même être un minimum d'accord et on va pas te mettre le couteau sous la gorge pour faire des trucs. Si t'as pas envie de le faire ou que c'est pas le moment, c'est ok aussi. Mais moi, je sais jusqu'où je vais et au rythme que j'ai envie d'aller. C'est se faire mal pour se faire du bien, en fait. Jonathan, le conjoint de Marie. Ça paraît un peu dingue, mais sur le moment même, dans l'exercice, c'était pas confort. Et en fait, c'est rigolo parce qu'on apprend un peu ça en coaching. Dans tout ce genre de processus, directement, t'es réfracteur. T'as ton mental, tes habitudes qui sont là, qui essayent vraiment de forcer. Moi, j'en ai eu des douleurs physiques, vraiment. Il y a des exercices que j'ai fait en master coach. Je te jure, j'avais mal physiquement. Hein, vraiment, vraiment, vraiment. Mais une fois que c'est fait, que c'est libéré, c'est parti, quoi. Et ça fait vraiment du bien. C'est ça la magie du développement personnel, c'est que t'as juste qu'à faire un exercice et c'est réglé, presque. Un exercice qui a marqué les esprits des participants, c'est la soirée socialement inacceptable. La soirée socialement inacceptable est une soirée qui a lieu dans Communiquer avec Impact. C'est un peu comme un rituel de passage. On peut comparer ça à un baptême estudiantin ou encore à la totémisation chez les scouts. L'objectif de Communiquer avec Impact est d'apprendre aux gens à faire ce que nous faisons sur scène. Pierre Sornin. Et entre autres, dans ce que nous faisons sur scène, il y a vendre sur scène. Et vendre sur scène, aujourd'hui, hélas, est socialement inacceptable. C'est-à-dire que dès qu'on commence à vendre sur scène, on est vu comme un sale type, un vendeur de tapis. Et donc, nous, on explique ça. Et pour faire sortir les gens de leur zone de confort, on a créé cette soirée socialement inacceptable où les gens vont donc avoir assez au-dessus de leur zone de confort. Nous n'avons jamais demandé à quelqu'un de faire quelque chose et les gens ne sont pas du tout obligés de venir. La seule chose qu'on dit, c'est si vous venez, vous devez participer. À propos de ces soirées socialement inacceptables, j'ai reçu de nombreux témoignages de personnes qui ont assisté à des scènes qui les ont choquées. On m'a parlé d'automutilation, comme cette personne qui s'est arraché les cheveux sur scène, ou une autre qui est venue se faire vomir son dernier repas, ou encore de la masturbation en public. C'est très intéressant parce que, à ma connaissance, j'ai fait toutes les soirées. Non, il y a 2 soirées que je n'ai pas faites. Pierre Sornin.
Je n'ai jamais vu quelqu'un s'arracher des cheveux sur scène. Je n'ai jamais vu quelqu'un vomir sur scène. Je n'ai jamais vu quelqu'un se masturber sur scène. Par contre, comment j'explique les comportements audacieux de certaines personnes, je ne les explique pas, c'est ce qu'ils ont envie de faire. Et tout est encadré et en même temps respectueux. Je ne saurais pas les compter, en fait, les exemples de ce genre-là. Ève, ancienne collaboratrice. Pour préserver son anonymat, sa voix est interprétée par une comédienne. Des personnes, parfois des avocats, des médecins, des gens, on va dire, qui ont parfois une réputation à tenir parce qu'ils ont une clientèle, etc., se mettre nus sur la scène. Une femme en particulier qui disait « Mais moi, aucun homme ne m'a touchée depuis plusieurs années. Donc les hommes qui le souhaitent, vous pouvez monter sur scène et venir me toucher. » Il y a aussi des histoires où les uns se crachent sur les autres. Donc on est une fois de plus dans une humiliation organisée, en fait. Et une fois que cette humiliation a eu lieu, Essence et tous ses participants, ils ont un contrôle les uns sur les autres. C'est là que le pouvoir du secret, évidemment, commence à faire tout son effet. Pourquoi les confessions sont importantes ? Quand quelqu'un vous révèle ses secrets, Jean-Claude Maz, psychologue. Vous avez une emprise sur lui. Et dans le cas des confessions publiques, c'est pas seulement une emprise du confesseur, c'est une emprise de tout le groupe. Il y a quelque chose qui se joue qui va au-delà du sentiment de culpabilité, qui va du côté de la honte. Donc travailler la honte, que ce soit dans le lien ou que ce soit dans le groupe, ça peut être utile à condition que quelque chose dans le cadre empêche cette confession de déraper. À un moment donné, il était donc dans une des formations et donc il racontait des choses d'une participante que tout le monde connaissait, des choses intimes qu'elle avait confiées. Martine, ancienne participante puis coach bénévole d'Essence. Et donc moi je lui dis, écoute Pierre, pour moi c'est pas éthique parce que quand on est dans ce genre de choses, il y a une confidentialité à respecter. Donc pour moi c'est pas du tout éthique. Et la réponse que j'ai eue, c'est l'éthique, j'en ai rien à foutre. Tout est possible puisque personne n'a d'emprise sur le gourou de façon à éviter les dérives. Jean-Claude Maz, psychologue. Qui n'a aucun organe de contrôle qui pourrait permettre de garder le gourou dans les clous d'une déontologie ou d'une éthique. Donc, par exemple, un psychologue, il y a quand même une déontologie qui a été fixée par arrêté royal en Belgique. Il y a un organe de contrôle, la commission des psychologues, auquel le psychologue est susceptible de rendre des comptes si le patient porte plainte. Même s'il existe une fédération internationale de coaching qui propose un code éthique, il n'y a aucune obligation légale de s'y soumettre. D'ailleurs, Essence n'en fait pas partie. Mais Étienne Van de Kerkhove assure qu'ils ont leur propre code d'honneur. Moi, je pense qu'en termes d'éthique, on est blindé de chez blindé. Et je connais personne qui en a autant que nous. L'écrasante majorité des participants trouvent qu'on a une éthique extraordinaire. Et donc, à un point qui, je pense, ils ne voient nulle part ailleurs. Et ça, je suis convaincu qu'on fait beaucoup plus que ce qu'ils attendent quand ils arrivent dans nos formations, qu'on va beaucoup plus loin que ce qu'ils imaginaient, que l'impact sur eux est encore beaucoup plus fort et que ça change encore beaucoup plus leur vie. Qu'on est beaucoup plus transparent, c'est ce que j'ai jamais imaginé. Et donc, tout ce que j'entends ici, ça me fait doucement rigoler, mais c'est pas le sujet. Dans le séminaire qui suit la soirée socialement inacceptable, Essence propose l'exercice des détracteurs pour apprendre à combattre son ennemi personnel. Pierre, le Français à la retraite qui a fait presque toutes les formations d'Essence, y a participé. On travaillait là-dessus sur quel est mon ennemi personnel. Donc c'était la victimisation, donc c'était la procrastination. Moi j'ai compris que c'était l'impuissance. Généralement quand les gens se sentent impuissants, ils essaient de se mettre dans la toute-puissance pour donner le change. Donc soit ils agressent les autres, soit ils s'agressent eux-mêmes, parce que j'avais tout tendance à faire, à me dévaloriser. Et ça, tu t'es confié à Pierre sur ça, sur ton impuissance? Il a été... Ah bah, de toute façon, on avait tous à le dire. Une fois qu'on avait le déniché, il fallait en parler. Donc, ouais. Et donc, quand j'ai fait la prestation où je devais me mettre à la place de mon ennemi, bah, j'étais l'impuissance qui est triomphale. Il n'y arriverait jamais, vous êtes nuls.
Et ce qui c'était particulier, c'est que les autres avaient comme consigne de me perturber. C'est horrible ça. C'est d'une très grande violence. Delphine Gerhardt, psychologue, spécialiste de l'emprise. Oui, c'est-à-dire qu'on va demander aux personnes, en fait, de révéler ce qu'on a de plus traumatique, ces blessures, ces épreuves. Et donc là, ces personnes, quand elles commencent à parler d'elles, elles parlent avec profondeur, elles se confient. Donc, elles déposent là quelque chose d'extrêmement grave sur elles. Et c'est une implication extrêmement importante qu'elles font. Donc, ce qu'on leur demande, en fait, c'est véritablement de s'impliquer dans le groupe et donc de forcer un lien. C'est ce qu'on appelle un transfert. Et à partir de là, ensuite, ça va être utilisé par les maîtres, les dirigeants et le groupe pour déstabiliser la personne. Donc là, l'humilier, la culpabiliser. Et donc, la méthode va aider à se remettre de ces épreuves, de ces traumatismes. Donc, en pensant que la violence est thérapeutique, alors que la violence n'est qu'une violence et procure encore plus de traumatisme. Une violence n'est jamais thérapeutique. Pierre, ce retraité français très investi dans les clés du succès, m'a raconté une présentation en public. Il s'était déplacé de Paris jusqu'au studio d'Essence en Belgique. Il a subi la violence des mots de Pierre Sornin. Alors, la plupart des gens m'ont félicité, sauf Pierre qui m'a carrément dézingué. Ça a été très dur sur le coup, mais bon, je l'ai accepté. Je me suis remis en cause. Quand tu dis qu'il t'a dézingué, il t'a dit quoi exactement? C'est quoi les mots qu'il utilise? Ah bah il m'a dit que j'avais été à chier. Qu'est-ce qui m'a sorti aussi? Il m'a dit, écoute, si tu veux témoigner pour maîtriser votre audience, moi ce que je veux, c'est que tu t'excuses devant le public de ta prestation d'hier soir. T'es trop grosse pour monter sur scène avec nous. Tu n'es pas assez compétent. On dirait mon fils de 6 ans. Il n'a toujours rien compris. Toujours rien compris. De nombreux participants et anciens collaborateurs m'ont raconté avoir subi ce type d'humiliation. Parfois, il s'agit juste de cynisme sous couvert d'humour. On tient juste à dire que quand nous, on fait les choses, on s'engage à 100%. Et que c'est pas le cas de Robert et Paulette, mais on les aime beaucoup, on les embrasse. Et en tout cas, eux, le 100%, ils ont toujours pas compris. Pierre n'est pas facile, c'est vrai. C'est ça le problème. C'est que... Pierre, le retraité français. Ça, je crois que s'il devait faire un travail sur lui, il devrait justement être plus à l'écoute des gens. Parce que là, il y a un proverbe qui devrait lui revenir en tête, c'est si vous voulez récolter du miel, ne bousculez pas la ruche. Et lui, la ruche, il la piétine des fois. Alors c'est vrai que moi, moi aussi, m'a piétiné, mais j'ai réussi à passer par-dessus, ça ne m'a pas freiné. Mais il y en a, ça rebute, bon, c'est sûr. Mais on n'a jamais dit qu'on était parfait et on n'a jamais dit qu'on ne fait pas d'erreur. Et certainement pas sur scène. Pierre Sornin. Après, qu'il y ait eu des problèmes de gestion dans la boîte, qu'il y ait eu des problèmes avec des collaborateurs et que ça se soit mal passé avec certains, certainement. Alors après, est-ce que je fais du harcèlement? Non. Après, est-ce que les gens se sentent harcelés? Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'Étienne fait du harcèlement? Non. Et après, est-ce qu'on fait des erreurs? Mais des millions. Et bien sûr, et on les embrasse, on n'a jamais dit qu'on était parfait. Mais je ne comprends même pas pourquoi on parle de ça ici. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce qu'Essence amène dans le monde? On se bat aujourd'hui, on a changé la vie de 25 000 personnes, on leur amène un futur meilleur pour moi, pour les autres, pour la planète. On fait un travail de dingue. C'est exactement la même chose qu'avec Michael Jackson. Moi, j'aime la musique de Michael Jackson, j'ai pas besoin de connaître sa vie privée, je sais pas comment il gère sa boîte. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça ici? À quoi ça vous sert? En dehors d'essayer de nous donner une mauvaise réputation, encore et encore et encore. Je n'ai pas de mots en fait pour décrire. Ève, ancienne collaboratrice. Parce que ça fait énormément de dégâts. Ça remet en question l'idée que les gens se font d'eux-mêmes. L'idée qu'ils se font de leurs valeurs personnelles, de l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. Et donc, ce sont des traumatismes à long terme en fait. Voilà, ce sont des choses qui mettent des années à se régler, à se récupérer. Et encore, à quel prix ? Est-ce que tout le monde règle finalement ses comptes avec ce qui s'est passé avec Essence et arrive à retrouver cette estime d'eux-mêmes ? J'en suis pas certaine.
Dans cet épisode, on a entendu des participants de plus en plus déstabilisés. Ils se sont confiés lors du séminaire en pensant que ça allait les transformer. Ils vont à présent avoir accès à de nouvelles théories, à un monde invisible et à des expériences de conscience modifiées. Ce sera à découvrir dans l'épisode 5. Le piège, dans les coulisses du développement personnel, est un podcast RTBF pour Vivacité, en coproduction avec l'Acme et Limited Adventure. Il a été pensé, tourné et écrit par Manon Motard avec Frédéric Moret. Il a été réalisé par Anna Bouy et mixé par Théo Grand. La musique a été composée par le groupe Les Garçons.